Dans l'actualité ce soir, un officier français tué en Afghanistan, un autre militaire est entre la vie et la mort. Ils ont été victimes d'une embuscade au sud de Kaboul. L'extrême droite en position d'arbitre en Israël, le parti de centre droit arrive légèrement en tête, mais Benyamin Netanyahou semble le mieux placé pour former une majorité. Le plan d'aide publique n'empêche pas la réduction d'effectifs. PSA annonce 11 000 suppressions d'emplois cette année, mais sans licenciement. Par ailleurs, l'Europe soupçonne la France de protectionnisme à propos de ce plan. La marche en avant de l'islam à la française, une première promotion d'imam formé à l'Université catholique de Paris, vient de recevoir son diplôme. C'est le dossier de cette édition. Une nouvelle alerte météo, de fortes pluies et des avalanches sont redoutées dans le sud-ouest. La neige pourrait refaire son apparition sur une grande partie du pays. Enfin, la polémique autour des Césars, le succès aurait-il mauvaise presse? Bienvenue chez les Ch'tis, n'est nommé qu'une seule fois, Danny Boone se fait entendre. Bonsoir et bienvenue à tous. On ne connaît pas encore son nom. Un nouveau militaire français basé à Tarbes a donc été tué aujourd'hui en Afghanistan, ainsi que son interprète. Il est tombé dans une embuscade. Un autre gradé français est grièvement blessé. Cela porte à 26 le nombre de morts depuis l'arrivée des premières troupes il y a 7 ans. Claude Sampère. Comme ces militaires, le capitaine qui a été tué aujourd'hui faisait partie des 300 Français chargés de la formation de l'armée afghane. En début d'après-midi, 6 Français avec 30 soldats afghans patrouillent au sud de Kaboul. Soudain sur la route, une très forte explosion. Un véhicule français est touché à l'intérieur, le capitaine est tué sur le coup. À ses côtés, son interprète afghan, tué également. Un autre soldat français sera, lui, grièvement blessé. Une fois qu'il y a eu l'explosion, très rapidement, les deux sections d'intervention rapide sont intervenues et sont arrivées appuyées par des hélicoptères et des avions américains qui ont été engagés pour sécuriser la zone, et cela a mis un terme à l'accrochage. L'embuscade a duré en tout près d'une demi-heure. Le soldat blessé est à l'heure actuelle soigné à l'hôpital américain de Bagram. En voyage officiel aujourd'hui au Koweït, le président français a été constamment tenu informé de la situation. Lors d'une conférence de presse, il a rendu hommage aux soldats français et s'est associé à la douleur de la famille. Mesdames et messieurs, chacun comprendra que mes premiers mots seront pour dire la très vive émotion de la France à la suite de l'attaque meurtrière contre des militaires français. L'officier tué appartenait au 35e régiment d'artillerie parachutiste de Tarbes. C'est le 26e soldat français décédé en Afghanistan depuis 2001. Bonsoir Gérard Grisbeck, vous êtes en direct du ministère de la Défense. Cette embuscade meurtrière intervient alors même que Barack Obama demande à l'Europe et à la France de renforcer les effectifs sur place. Oui, c'est vrai, il faut tout de même rappeler qu'il y a actuellement 70 000 soldats étrangers, donc en Afghanistan, dont plus la moitié sont des Américains. Les Français, eux, ne sont que 3 000. Alors, pendant la campagne électorale, Barack Obama avait dit que la grande affaire pour l'Amérique, c'était l'Afghanistan, mais aussi pour les autres pays occidentaux. Il réclame donc des renforts. Il y aura d'ailleurs des renforts américains, 20 à 30 000 soldats qui vont être envoyés en Afghanistan dans les mois qui viennent. Et il demande donc un effort aux Occidentaux, aux autres pays. Les Français ont déjà dit que c'était pas possible, que 3 000 c'était déjà beaucoup, que l'an dernier 1000 hommes avaient été rajoutés. Le problème c'est qu'à l'époque où les Français ont rajouté donc ces renforts, eh bien le président américain s'appelait George Bush, aujourd'hui il s'appelle Barack Obama. Est-ce que les Français seront capables de résister à la pression américaine? On le verra. En d'autres termes, est-ce qu'on pourra refuser à Barack Obama ce qu'on a donné à George Bush? Eh bien la décision sera sans doute prise au prochain sommet de l'OTAN à Strasbourg au mois d'avril. Gérard Grisbeck en direct à Paris. Merci Gérard. Notez par ailleurs que les talibans maintiennent la pression à Kaboul. Une série d'attaques quasi simultanées a fait 26 morts aujourd'hui, essentiellement des civils. L'insurrection islamiste s'intensifie et devient de plus en plus audacieuse dans la capitale afghane et autour. Autre titre de l'actualité, Israël a voté, mais aucune majorité claire ne s'est dégagée. Les tractations ont commencé aujourd'hui alors que Benyamin Netanyahou, le chef du Likoud, principale formation de la droite, fait figure de favori pour le poste de Premier ministre. À Jérusalem, Charles Anderlin, Alon Grégo. La grande émission satirique de la télévision israélienne ne les a pas ratés. Des acteurs jouent les rôles de Benyamin Netanyahou et de Tzipi Livni, qui tous deux se déclarent victorieux. Dans la réalité, c'est exactement ce qui est arrivé.
Kadima, le parti de Mme Livni, aurait 28 mandats de députés et revendique la formation du nouveau gouvernement. Le bloc de droite, avec le Likoud, qui a 27 députés, devrait avoir la majorité au Parlement et son chef de file, Benyamin Netanyahou, entend bien devenir Premier ministre. Les travaillistes, avec 13 députés, sont hors jeu. En fait, ces résultats ne sont pas définitifs. Le décompte des voix des militaires ne sera terminé que demain soir. 4 à 5 mandats sont en jeu, ce qui pourrait tout changer. En attendant, les dirigeants des principaux partis consultent. Avigdor Lieberman a rencontré discrètement Tzipi Livni. Elle propose au chef d'Israël Beiteinu, le parti ultranationaliste, d'entrer dans la grande coalition qu'elle veut mettre sur pied. Monsieur Lieberman n'a pas dit non. Avant de se décider, il doit examiner les propositions que va lui faire Benyamin Netanyahou. Le président de l'État, Shimon Peres, ne devrait décider qu'au milieu de la semaine prochaine de l'homme ou de la femme à qui il confiera la tâche de former un nouveau gouvernement. Ensuite commenceront de nouvelles négociations qui pourraient durer plus d'un mois. En France, l'actualité est dominée une nouvelle fois par l'économie. PSA, Peugeot Citroën, vient d'annoncer ses résultats. Le groupe évoque un effondrement sans précédent des ventes au deuxième trimestre 2008. Et pour la première fois depuis une dizaine d'années, il affiche des pertes, 340 millions d'euros, et annonce 11 000 suppressions de postes en Europe, dont 3 à 4 000 en France, précise l'entreprise. Une annonce qui intervient 2 jours seulement après le plan de soutien du gouvernement, avec un prêt de 3 milliards d'euros. Y a-t-il contradiction avec les engagements pris? La direction le dément. Elle indique qu'il n'y aura pas de licenciement, mais des départs à la retraite et des départs volontaires. Et à ce propos, ce plan de soutien à l'automobile provoque des remous en Europe. Le gouvernement français, qui interdit toute délocalisation, y compris au sein de l'Union, est soupçonné de protectionnisme. À Bruxelles, le ton monte. Sur place, François Baudonnet. Ces ouvriers de l'usine PSA en République tchèque produisent 200 000 voitures par an. Avec sa voisine, la Slovaquie, les ex-pays de l'Est sont devenus en quelques années la base arrière stratégique de tous les grands constructeurs. Du coup, à Prague et à Bratislava, le plan français de soutien à l'automobile a fait l'effet d'une bombe. Si chaque pays commence à se comporter comme ça, alors par exemple, nous allons renvoyer Gaz de France à la maison. Pour moi, le protectionnisme peut seulement prolonger la crise économique. Protectionnisme, le mot qui fait peur à Bruxelles. D'ailleurs, la Commission européenne s'inquiète. Si la France, comme elle l'a dit, conditionne son aide au maintien de l'activité dans l'Hexagone, c'est le sacro-saint marché unique qui est menacé. S'il y avait des mesures qui mettent en cause le marché unique, le risque serait que la récession deviendrait une dépression comme on a vu dans les années 30. Isolée, la France tente depuis 2 jours de convaincre ses partenaires qu'elle ne fait pas de protectionnisme, ce dont les économistes ont tendance à douter. Une mesure qui vise à encourager des exportations, une mesure qui vise à bloquer des investissements, ça constitue également du protectionnisme. Aujourd'hui, le président de la Commission européenne a même dramatisé le débat. Il a appelé les chefs d'État européens à ne pas sombrer dans le populisme. Pour Bruxelles, si chacun protège d'abord ses propres intérêts, en pleine crise, c'est l'existence même de l'Europe qui est en jeu. Et en visite à Koweït, Nicolas Sarkozy se défend de toute idée de protectionnisme, mais, dit-il, c'est ma responsabilité de préserver l'emploi en France. À propos d'emploi, 2 nouveaux plans sociaux ont été annoncés ou confirmés aujourd'hui. SEB va supprimer 214 postes en France et en Allemagne. Les 3 Suisses vont en supprimer, eux, 674 en France, soit 20% des effectifs. La situation en Guadeloupe, 22e jour de grève générale, comme prévu. Yves Gégaud est de retour sur place. Les négociations ont repris. Valérie Lerouge avec Nicolas Berthelot sur place. Minuit, hier soir, l'avion d'Yves Gégaud se pose sur l'aéroport de Pointe-à-Pitre. Son retour très officiel et protocolaire tranche avec son départ en catimini dimanche soir. Je sais combien mon départ a pu vous surprendre et combien il était important que nous reprenions sans plus attendre le dialogue noué depuis plus d'1 semaine. Le secrétaire d'État revient sans aide supplémentaire pour régler le problème des salaires, mais avec 2 médiateurs. Devant le palais de la Mutualité où se rassemblent chaque jour les grévistes, on doute donc d'une avancée rapide des négociations. Je les mets vite quoi. Alors on verra, on va voir, je sais pas. Mais moi j'attends que ça termine et puis qu'on reprenne le boulot et puis tout. Hein. Monsieur Gégaud, c'est pas le Messie.
Bon, le droit, nous sommes un peu déçus, c'est que la première fois qu'il est venu, il avait dit « Je viens avec des réponses, je viens avec le portefeuille rempli ». Aujourd'hui, il n'y a que dalle. C'est le MEDEF Guadeloupe qui doit effectivement faire le pas et donner aussi des réponses satisfaisantes. Les responsables du collectif contre la vie chère, eux, se montrent plus optimistes et affichent quelques signes d'ouverture. Ça se négocie. Pour l'instant, le patronat n'a fait aucune proposition. Ça se négocie. Nous, on demande 200 €. On verra dans la négociation jusqu'où on peut descendre. Les deux médiateurs installés aujourd'hui par Yves Gégaud ont maintenant entamé une série de négociations avec le patronat et le syndicat. Objectif, les faire aboutir à un accord, et ce, sans aide supplémentaire de l'État. Yves Gégaud, lui, décollera de Guadeloupe demain matin, direction la Martinique. Dans l'actualité également, l'événement est passé inaperçu, mais il ouvre la voie à un islam à la française. Vous le savez, depuis des années, l'écrasante majorité des imams qui conduisent la prière dans les mosquées viennent de pays étrangers, souvent sans aucun contrôle. Eh bien, une formation a été mise en place en France, à l'Université catholique de Paris. La laïcité, par exemple, est au programme. Une première promotion d'imams et d'aumôniers musulmans vient de recevoir son diplôme. Les imams de la République, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Aurélia Brault, Delphine Paric-Miller. Sous l'uniforme du gendarme se cache une particularité, sa religion. Dans son bureau de la gendarmerie de Maison-Alfort, le tapis de prière côtoie le drapeau français. Le Coran toujours à portée de main et sur son képi le croissant, symbole de l'islam. Le premier képi de gendarme avec l'insigne du culte musulman, ça c'est un objet, on pourrait dire que c'est un objet de collection d'art. Mohamed Ali Bouarb est le tout premier chef des aumôniers musulmans de la gendarmerie. Ce matin-là, il reçoit un jeune brigadier. Vous allez bien? Ça va? Au quotidien, Mohamed Ali aide les gendarmes musulmans à concilier leur pratique de l'islam avec les valeurs de la République. Les principales sourates qui peuvent vous permettre un petit peu de... Le Coran ne se lit pas de la même manière en Chine qu'en France ou en Australie. Toutes les sociétés sont des contextes à l'intérieur desquels le texte prend une forme particulière. C'est toi? Mais non, c'est la réalité. C'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Allez, salam alaikum, bon courage. Et puis sorti major de promo, voilà. Mohamed Ali a obtenu son diplôme ici, à l'Institut catholique de Paris. Seule université à avoir accepté de créer cette formation républicaine destinée aux musulmans et pas seulement aux imams. Alors, en tout, 400 heures de cours consacrées au droit, à l'histoire, aux religions. Vous peut me dire comment caractériser le système français? Si l'Institut catholique a accepté de mettre en place cette formation à la demande du gouvernement, c'est qu'il y avait urgence. J'en profite comme ça. On a un besoin aujourd'hui de personnes, de cadres cultuels qui à la fois sont légitimes devant leurs fidèles, mais également légitimes devant les pouvoirs publics et qui connaissent au fond les valeurs de la République française et notamment la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Pour accéder à Dieu, eh bien on va passer par l'abstraction, on va passer par... Une des cibles de cette formation, les imams étrangers. Dans cette mosquée parisienne, l'imam est mauricien. C'est sur les conseils des renseignements généraux qu'il s'est inscrit à la formation. Nizam Torabali est un érudit formé en Inde. Mais 10 ans après son arrivée en France, il savait qu'il ne connaissait pas les lois, comme par exemple celle sur le mariage. La loi qui ne permet pas de faire un mariage rédigé avant un mariage civil, ça je ne connaissais pas avant. Et on vous a expliqué pourquoi? Oui, pour éviter la polygamie. Ouais. Et puis, c'est code pénal, on respecte. La France compterait environ 2000 imams, 80% d'entre eux sont étrangers. Avec la mise en place d'une formation spécifique, l'État veut répondre à un défi, créer un islam à la française. On en vient à cet hiver décidément sans répit. Météo France vient de lancer une nouvelle alerte. De fortes pluies et des avalanches sont redoutées dans le sud-ouest. La neige pourrait refaire son apparition en pleine sur une grande partie du pays. Vincent Fischmann, Bernard Bonarme. Plus personne ne passe. 13h30 sur la 64, camions et voitures sont priés de faire demi-tour. La neige qui tombe abondamment entre Pau et Saint-Gaudens rend la circulation trop périlleuse. Dans les cabines des camions, on patiente faute de mieux.
Je téléphonais avec mes patrons et stop ici, je ne sais pas. Quand on vient par ici, on se doute qu'à peu près il y a toujours ce genre de problème. Plus en altitude dans les stations, Météo France invite à la plus grande prudence. Entre 50 et 70 cm de neige sont tombés. Le risque d'avalanche est de niveau 5, le plus élevé. Et dans les Pyrénées-Atlantiques, il n'y a pas que la neige. La pluie inquiète aussi. Près de Bayonne, déjà des inondations. Et l'alerte se poursuit jusqu'à demain. 4 départements sont concernés. Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne et Ariège. L'actualité judiciaire avec le réquisitoire dans le fameux procès de l'Angola Gate. 1 an de prison ferme a été requis contre Jean-Christophe Mitterrand, 6 ans contre Pierre Falcon. Le parquet demande la relaxe pour Jacques Attali. Dominique Verdaillan, Sylvain Daubat sur place. Jacques Attali, tout sourire, le procureur vient de requérir sa relaxe. Je suis heureux que le procureur ait reconnu ma totale innocence dans cette affaire et j'attends donc avec encore plus de sérénité le jugement du tribunal. Jacques Attali est poursuivi entre autres pour recel d'abus de biens sociaux à la hauteur de 160 000 $. Il quitte l'audience alors que le parquet n'a pas fini ses réquisitions. Pierre Falcon est au centre du trafic d'armes avec l'Angola. Il travaillait main dans la main avec le milliardaire Arkady Gadamak. 6 ans ferme sont requis contre eux. Sans Jean-Christophe Mitterrand, dit le procureur, nous ne parlerions pas de ce trafic d'armes. C'est lui qui a mis Falcon en relation avec l'Angola. Pour avoir touché 14 millions d'euros sans preuve de travail fourni, 1 an ferme est requis. Charles Pasqua, absent à l'audience, 3 ans avec sursis requis pour un recel de 230 000 €. 18 mois avec sursis pour les 380 000 € de recel de Paul Lousselitzer. La défense a désormais 15 jours pour démontrer que ce réquisitoire est un mauvais roman. En bref, la mort d'une nouvelle figure du banditisme en Corse. Pierre-Marie Santucci a été abattu d'une balle en pleine poitrine hier soir à sa sortie d'un bar près de Bastia. Il s'agit de la 4e disparition en moins d'1 an d'un membre présumé du gang de la Brise de Mer. La justice encore avec la 2e journée du procès de l'agresseur de Sherazade Belaïni. On l'évoquait hier. L'expert psychiatre a décrit l'accusé comme un homme qui ruminait sa vengeance, mais qui avait toutes ses facultés. Au-delà de cette affaire, c'est l'image de la femme et une certaine banalisation du sexisme qui sont en jeu. Certains collèges ont décidé de lutter contre ces dérives et d'apprendre aux garçons le respect des filles dès le début de l'adolescence. Voici comment, reportage à Paris, Valérie Gaget, Mathieu Birden. La séance dure 2 heures et commence par un film. Sur l'écran, des ados de 13-14 ans, des jeunes qui leur ressemblent, dans un collège qui pourrait être le leur. J'ai le droit de m'habiller comme je veux, non? C'est pas parce que tu mets une jupe que t'es une pute. Ça dépend de la taille de la jupe. Ça veut dire que si la jupe est là, j'ai pas le droit d'insulter. Si elle est là, j'ai le droit d'insulter. Ah. L'animateur exploite la moindre contradiction. Si elle la met bien en valeur, pour qu'on puisse pas l'insulter, il faudrait qu'en dessous de sa jupe, elle mette un collant ou un cycliste. Il laisse les préjugés s'exprimer pour mieux les démonter. J'ai entendu une autre insulte mais j'aime pas trop ce terme-là. Comment on pourrait l'appeler autrement? Alors, quelle difficulté peut y avoir entre les filles et les garçons? Pourquoi des fois on se comprend pas très bien? On n'a pas les mêmes opinions. On parle pas des mêmes choses. Sur quoi? Les filles peuvent parler de leurs sentiments. Et les garçons, ils vont plus parler, comment dire, un peu brutalement. Il y a des différences hommes-femmes en France, il y en a au Mali, il y en a... Certains garçons n'ouvrent pas la bouche. Difficile d'aborder ces sujets en public, de lever un tabou souvent familial. C'est facile d'en parler avec ses parents? Avec les parents, c'est un peu compliqué. Ça dépend des parents. Ouais. Il y a des parents qui comprennent moins que d'autres. Elle est où cette pute? Elle est partie là-bas, mais j'ai même pas vu passer. Injures et bagarres ne sont pas l'apanage des garçons. Tes copines, elles font quoi? Elles vont... Comment vous pouvez le dire autrement? Elles vont l'engrainer, elles vont... Ces séances organisées depuis 6 ans en classe de 4e sont obligatoires. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis il y a des rageuses? Ah, il y a des personnes aussi... En provoquant le dialogue, les adultes du collège veulent aussi lutter contre la banalisation des violences, les phénomènes de bande. Les maquerelles autour. Les maquerelles? C'est-à-dire tous les gens qui assistent autour? Donc finalement, c'est le groupe un peu là qui décide.
De plus en plus d'année en année, c'est la tyrannie ce que j'appellerais la tyrannie du groupe. C'est-à-dire que ce que dit le groupe est valorisé au-delà de ce que peuvent penser ou imposer les adultes ou les parents. Et le groupe prend vraiment de ce côté-là, et il me semble que c'est... il faut être attentif à ça, mais le groupe devient l'autorité, la loi. On est tous différents ici à partir du moment où... L'association intervient cette année dans 35 collèges parisiens. Elle n'enregistre pas de progrès spectaculaires, juste le recul de certains préjugés, comme l'homophobie. Peu à peu, les notions de respect, de consentement germent dans les esprits de ces futurs lycéens. À propos d'éducation, des nouvelles du conflit des enseignants-chercheurs, la médiatrice nommée par Valérie Pécresse annonce un texte nouveau, mais qui sera écrit sur les bases du texte actuel. Tout est dans la sémantique. À noter que le SNESUP-FSU, principal syndicat des enseignants-chercheurs, avait boycotter la réunion. Image signée Alain Locasio. Il est 20h18, restez avec nous à suivre le pays du tourisme vert. Le Costa Rica est la nouvelle destination à la mode avec un quart du territoire classé en parc naturel. Un nouveau pas contre la douleur. Nous découvrirons la nouvelle technique très simple utilisée à l'hôpital. Et puis la polémique autour des Césars, soupçonnés d'ignorer les films à succès. Une seule nomination pour les Ch'tis. Mais d'abord, le premier voyage d'une première dame. Carla Bruni-Sarkozy étreignait aujourd'hui ses habits d'ambassadrice contre le sida au Burkina Faso, un pays qui fait désormais figure de modèle dans la lutte contre la pandémie. Sur place, Alexandre Cara, Philippe Jasselin. Un voyage pour changer d'image. Dans ce dispensaire de Ouagadougou, Carla Bruni-Sarkozy est venue essayer de démontrer qu'elle n'était pas seulement un top modèle ou une chanteuse, pas seulement la première dame, mais aussi une femme engagée. Je suis sur un autre terrain, un terrain humanitaire ou un terrain social, et mon mari et même le gouvernement ne peuvent pas tout faire, et il y a des choses que moi je peux faire, et je compte bien les faire. Le Burkina Faso, un pays sinistré par le sida. 21 000 personnes traitées, mais probablement 5 fois plus infectées. La première dame de France est venue ici d'abord écouter un déplacement aux allures de stage d'observation. Je ne prends pas du tout à la légère mon engagement, je suis très débutante. Une débutante, mais déjà une formidable vitrine médiatique pour le Fonds mondial de lutte contre le sida. Et même si le président du Burkina la reçoit, elle réfute tout rôle politique. Je ne suis pas de ces femmes qui pensent que quand on épouse un violoniste, on peut jouer dans l'orchestre. Voilà. Bien consciente qu'il ne suffira pas d'un voyage de 24 heures au Burkina Faso pour imposer son rôle dans l'humanitaire, Carla Bruni-Sarkozy prépare déjà un nouveau voyage en Afrique et annonce la création d'une fondation pour lutter contre l'illettrisme, mais cette fois en France. À 2 jours des vacances, direction maintenant un petit pays d'Amérique centrale dont on parle peu, mais qui est en train de devenir la destination phare d'un nouveau genre de tourisme, le Costa Rica. Il est réputé pour la richesse de ses écosystèmes. Les parcs naturels représentent un quart du territoire. Envoyés spéciaux Alain de Chalvron, Aaron Diamond. Bien sûr, il y a ça au Costa Rica, ces plages de rêve sur le Pacifique, avec ses îles et ses pains de sucre au loin. Le vol tranquille du pélican avant le piquet vertigineux. Mais il y a ça aussi, et de plus en plus, la forêt tropicale sur les flancs d'un des 50 volcans du pays, exubérante et luxuriante, la forêt vierge telle qu'on l'imagine. Ici, c'est la forêt primaire. La caractéristique, ce sont ces lianes qui poussent très lentement. Dans ce parc naturel de 17 000 hectares, elle est très bien protégée. Les arbres peuvent faire jusqu'à 40-50 mètres de hauteur. Tout en haut, près du ciel, on peut parfois apercevoir un singe capucin, ou une guenon et son petit, ou encore un paresseux pressé de se rendormir. Des fleurs aussi, des rouges, refuge de la plus adorable des grenouilles, des blanches, des bleues, ou ces orchidées en forme de perroquet. Et au détour d'un sentier, le choc, une cascade d'une trentaine de mètres de haut qui vient se jeter dans un ruisseau aux couleurs entre jade et bleu azur. Christine, qui a quitté la France pour monter un petit hôtel à l'entrée du parc, ne s'en lasse pas. Ce qui nous a attirés, c'est le côté encore vierge de certains endroits où on peut voir un maximum de plantes, d'animaux. Il y a là une sensation de liberté aussi qui reste dans ce pays. Ça se mérite, la forêt tropicale. 3 heures de marche jusqu'à la cascade. On monte
on descend. Il faut passer parfois sur d'étroits ponts suspendus, ballottés par le vent, au-dessus de vallées profondes envahies par la jungle. Le grand frisson pour les grands et les moins grands. C'est différent de la France. Les arbres sont plus hauts, il y a plus de végétation, c'est plus humide. Tu peux pas savoir où t'es tellement c'est tout pareil. C'est immense. Ah ouais? Ça fait peur alors? Pas vraiment. Le Costa Rica a mis à fond sur cet écotourisme au point de consacrer un quart de son territoire à des parcs ou des réserves naturelles et c'est bien vu. Ce pays résiste bien mieux que ses voisins de la région Caraïbes-Amérique centrale à la crise économique. Et à propos de vacances, cette dernière minute, on évoquait tout à l'heure les risques en montagne. Eh bien, on apprend que 4 Français ont été emportés dans une avalanche en Suisse. Il y a 1 mort et 2 disparus. Lourd bilan, pas plus de précision pour l'instant. On y reviendra sans doute d'ici à la fin de ce journal. La santé avec un nouveau pas contre la douleur. Une équipe d'anesthésistes français a développé une technique très simple à l'hôpital. Elle permet même de limiter les injections de morphine. Explication Jean-Daniel Flézac et Thierry Breton. Alors, comment ça va? Eh bien, ça va pas trop mal. Comment vous vous sentez ce matin? Les opérations ne sont pas des inconnus pour ce patient. Il en a déjà subi plusieurs, des interventions pour des hernies. Mais cette fois, c'est un peu plus sérieux puisqu'on lui a enlevé une partie du gros intestin. C'était il y a 2 jours à peine et la cicatrice est impressionnante. Avec des chirurgiens, je m'attendais à avoir mal parce que le ventre, j'y suis passé 3 fois. Je sais que c'est un endroit où on souffre beaucoup. Et là, vous avez l'impression de souffrir autant que les premières fois pour les autres opérations ou moins? Non, beaucoup moins. Beaucoup moins. Et si la douleur est atténuée cette fois, c'est grâce à ce biberon magique. En fait, c'est une pompe qu'on emplit d'un produit anesthésique. Tout commence au bloc opératoire à la fin de l'intervention. Le chirurgien insère dans la cicatrice, sous la peau, un tube percé de dizaines de minuscules orifices. Raccordé à la pompe, ce tube va fonctionner comme un système d'arrosage de pelouse en délivrant de façon régulière pendant 40 heures le médicament antidouleur. Il suffira ensuite de retirer le petit tube et le tour est joué, presque pas mal, et ce n'est pas là le seul bénéfice. Les patients se sentent tout de suite beaucoup mieux, reprennent plus rapidement leur transit intestinal, se remobilisent beaucoup plus vite, bougent plus vite, donc ont moins d'effets secondaires liés à l'alitement prolongé. Et nous avons montré qu'avec cette technique, les patients sortaient plus rapidement de l'hôpital qu'avec les techniques que nous employions auparavant. Un jour d'hôpital en moins, c'est bien pour les patients et pas mal non plus pour le déficit de l'assurance maladie. Une découverte qui va ravir les amoureux de l'Égypte ancienne. Les archéologues ont mis au jour ce qu'ils nomment la plus belle momie dans la nécropole de Saqqara, au sud du Caire. Elle semble parfaitement conservée. Frédéric Monteil. Pendant 4300 ans, la tombe est restée cachée près de la pyramide de Saqqara. Pour y accéder, il faut descendre comme un spéléologue. À 11 mètres sous terre, dans cette étroite chambre funéraire, les archéologues égyptiens ont découvert 30 momies et 8 sarcophages. Comme celui-ci, vieux de 2600 ans, il n'a pas encore livré tous ses secrets. J'espère retrouver à l'intérieur de la momie des amulettes qui aidaient le défunt à affronter la mort. Ce tombeau n'était pas destiné aux pharaons, mais à des nobles. Parmi les momies, un enfant, un prêtre, un contremaître et même un chien censé accompagner le défunt dans l'au-delà. D'après certains archéologues, seuls 30% des monuments égyptiens ont été retrouvés. On en vient maintenant à cette controverse dans le cinéma français, controverse autour de la cérémonie des Césars. Le succès aurait-il mauvaise presse? Bienvenue chez les Ch'tis n'est nommé qu'une seule fois. Danny Boone se fait entendre. Christophe Hérault, Pascal Deschamps, Frédéric Basile. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle pour les Ch'tis est tombée le 23 janvier dernier. Une seule nomination César pour le meilleur scénario. Mais dis pas qu'il m'en va à Paris. Pas à Paris. Donc, pas de montée à la capitale pour Danny Boone. Acteur et réalisateur du film pour lui.
c'est la douche froide. Au moins, ne pas se moquer des 20 500 000 personnes qui ont vu le film, du public, de ce plébiscite et surtout du plus grand succès du cinéma français. Et du champagne dans ta chambre, là? Parce que nous, ouais. Souvent, c'est vrai, pas de champagne au César pour les grands succès en salle. C'est un peu une tradition, Les Bronzés 3, 10 millions d'entrées et pas une nomination. Et cela ne les a pas fait rire. En 2004, Les Choristes, 8 600 000 entrées et un seul trophée, le César de la meilleure musique. Alors aujourd'hui, on pense à introduire au palmarès un César du public. Les Césars, quand on les regarde, il n'y a rien de plus chiant. Franchement, on s'ennuie à mourir. Et je me dis, tiens, ça pourrait peut-être permettre aussi, même par rapport à l'audimat, que les gens se sentent concernés parce que c'est quand même eux qui viennent au cinéma. Y aurait-il une incompréhension entre l'Académie des Césars et le public? Un succès en salle d'une comédie salue-t-il le meilleur film de l'année? Surprise, c'est un monstre sacré du cinéma qui prend la défense des Césars. Il ne faut pas confondre le goût du public, ce que le public a ressenti à exprimer pour un film, et le choix des professionnels. Moi, professionnel, on me dit Danny Boone, je suis, excuse-moi Danny Boone ou machin, je prends Cassel. Oui. Voilà, c'est tout. Les ch'tis absents des Césars, ce n'est quand même pas une gamelle. Il a fait le plein de spectateurs. Le 27 février prochain, d'autres films français seront récompensés. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle 2 des principaux titres. Un officier français a été tué en Afghanistan, un autre militaire est entre la vie et la mort. Ils ont été victimes d'une embuscade au sud de Kaboul. Et puis le plan d'aide à l'automobile n'empêche pas les réductions d'effectifs. PSA annonce aujourd'hui 11 000 suppressions d'emplois cette année, dont 3 à 4 000 en France, mais sans licenciement. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko, attention donc à la neige et aux pluies. 20h35, la suite et la fin de votre téléfilm La Reine et le Cardinal avec Alessandra Martinez et Philippe Torreton. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.